Vous connaissez, auteur bien connu, togolais d'origine, qui vient en France. Il est réputé, ça fait longtemps qu'il écrit. Ce que je retiens de son œuvre, prenez vite, c'est pas forcément les derniers, que nous continuons du tout presque rien, mais c'est plutôt quelque chose qui ne semble pas l'avant-dernier. Ainsi parlait mon père, pour son contenu très très proche, mais très riche, enfin pour nous tous. Ainsi parlait mon père, j'ai l'impression que c'est ainsi que parlait aussi mon père. Salichak, donc à ma droite, juste à côté de lui, nous avons Charles Touré, le Malien, qui est philosophe, artiste et écrivain. Philosophe, artiste et écrivain. C'est très intéressant ce qu'il fait. Il a fait des expositions de l'art, mais il a aussi écrit des ouvrages remarquables. Je ne sais pas si c'est le premier, le livre d'Elias. C'est le premier roman. Peut-être que tout à l'heure, il va nous dire, parce qu'en lisant cet ouvrage, il y a longtemps, j'ai perçu beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Il va peut-être nous expliquer, est-ce que ce sera peut-être la première question tout à l'heure. À côté de Charles Touré, nous avons toujours dans la sous-région, à Mauritanie, un Mauritanien, Cheikh Barik Belou. Au Sénégal, quand on entend Barik, on pense boxe. On ne pense pas littérature. Vous savez, le grand héros de la boxe mondiale, un Sénégalais, champion du monde de boxe, qui avait battu Carpentier à New York, s'appelait Barik. Barik Fall. Les enfants passés Barik, nous avons aussi, on n'est pas sur le ring, mais on parle de conflit. On vous dispute ce Barik Fall. Ah oui? On vous dispute ce Barik Fall. Oui, mais nous l'avons avec nous. La dispute est terminée. Il est enterré à Saint-Louis. On vous dispute même Saint-Louis. Oui, tout à fait. Mais comme Nouakchott fait partie de Saint-Louis, oui. Nous avons un plus célèbre Barik Fall au Sénégal. Oui, c'est de lui qu'on parle. Ah oui. Baye Barik. Baye Barik à Dakar. Et là, c'est autre chose. C'est un autre Baye Barik. Lui, c'est la viande et le dibi. C'est la viande bien cuite. Ah, ça c'est plus important. C'est aussi important. C'est aussi important que la littérature. Bien. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui nous lient à Barik. Mais là, c'est le romancier, écrivain. J'avais lu très tôt, chez les présences africaines à l'époque, les nouvelles du désert. Un texte très intéressant, très riche, qui a accouché de beaucoup d'autres après. Le dernier, c'est Paria, celui que je connaisse, le dernier que je connaisse, c'est Paria. Je n'évoquais pas Je suis seul, qui avait été, j'avais été dans le jury du prix des 5 continents, dans le comité de lecture, et nous avions beaucoup apprécié Je suis seul. Excellent ouvrage, paru chez Elisa, je crois. À ma gauche, Boubacar Boris Diop, je ne vais pas vous le présenter. Écrivain prolixe, qui a beaucoup écrit, depuis le temps de Tamango, depuis Carré était rouge. C'était dans la mi-édition à l'époque, et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et puis Boris a beaucoup écrit en langue nationale. C'est son terrain d'écriture favori aujourd'hui. Il nous intéresse donc à ce double titre. Il y a quelqu'un qui a écrit en français, qui a écrit en langue nationale, et c'est un combat important. On en a parlé tout à l'heure dans les discours à l'ouverture de ce festival. Et Boris pourra nous dire des choses encore plus intéressantes sur la question. À l'extrême gauche, Jean-Marc Turin, le Belge, que j'ai aussi rencontré il y a 4 ans. C'était à Yerevan.
en Arménie, où il recevait depuis les 5 continents. Pour un ouvrage que tout le monde appréciait à l'époque, La Théo des fleurs, un ouvrage qui parle des tziganes, de ce mouvement, de cette catégorie de population impliquée dans un mouvement permanent autour du monde et qui charrie des pensées fortes. Jean-Marc Tuline, que j'ai plaisir à recevoir ici, à revoir, à Dakar. Avant tout, je dis merci d'être venu prendre part à cette table ronde, la première qui porte sur le thème général du festival, littérature et conflit. La première question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est cette histoire de conflit et d'écriture. Non pas de l'extérieur, mais de vous-même, de l'intérieur. Est-ce que, quand vous écrivez, ou quand vous êtes poussé à écrire, quand vous êtes sommé d'écrire, est-ce qu'intérieurement, vous n'êtes pas en conflit? N'est-ce pas? Un conflit voilà, face à vous-même, face à votre papier, face à votre clavier, face à vos personnages, face aux situations que vous allez mettre en... Hein? N'êtes-vous pas déjà, vous, avant de voir les conflits extérieurs, n'êtes-vous pas vous-même en situation de conflit? Salut. Oui, ben, j'ai pensé à ça. Justement, j'ai vu le thème, je me suis dit, d'emblée, on pense conflit, guerre et littérature. Je pense que la question que tu poses résume pour moi la démarche de l'écrivain. On est quand même en conflit avec soi-même. À partir d'une série, peut-être de questions, nous écrivons à partir d'une société, même quand physiquement nous en sommes éloignés. Quelque part, l'écriture suppose que nous nous sommes affranchis de certaines pesanteurs, mais il n'est pas possible quand même quand on écrit de ne pas se rappeler qui on est, d'où on vient. Dans ce cas-là, il y a même dans ce que les autres appellent comme liberté des choix qu'on fait. Ils ne sont pas seulement au niveau des thèmes, mais c'est même au niveau des mots qu'on utilise. Dans ce cas-là, le conflit, je me permets quoi, je ne me permets pas quoi, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ce n'est pas l'idée de le lecteur, pour le lecteur, non. C'est beaucoup plus fort que le lecteur. Assez souvent d'ailleurs, moi je le dis, c'est un peu paradoxal, celui qui me met en conflit avec ma liberté, c'est un lecteur totalement abstrait qui ne me connaît peut-être que seulement de nom. Mais il est une sorte de contrôle à l'intérieur de ma société que lui, je me dis peut-être en pensant à lui. Pas parce qu'il me lira, mais je sais que je viens de là. Peut-être la même chose, je la dirais en contournant d'une certaine manière. Il m'est arrivé, par exemple, oui, de m'éloigner du continent africain pour mieux parler de lui en allant situer mes livres à Cuba, au Mexique et en Colombie. À ce moment-là, on a tout de suite dit, j'ai fui le continent africain pour parler de l'Amérique latine. Il n'y a peut-être pas dans mes livres un texte plus togolais, par exemple, que la fête des masques qui parle en fait de la dictature au Togo, mais ça se passe en Amérique latine, avec des noms latino-américains. On résout les conflits d'une manière, parfois, on va dire avec quelque chose de très grave, ou en prenant des détours. Ça ne nous enlève pas ce que nous appelons la liberté du créateur, mais la liberté du créateur suppose que, quelque part aussi, il est dans sa conscience que seul, dans sa solitude, il y a une sorte de petit contrôle qu'il doit intégrer, qui est parfois une sorte d'obstacle à partir duquel il trouve ce que peut-être il n'aurait même pas pensé qu'il est capable de trouver. Ce conflit intérieur, Charles. En fait, le conflit, pour moi, il est entre le silence et la parole. Avant que d'écrire, on écrit en soi. On écrit. Moi j'écris.
tout ce que j'écris, je l'ai déjà porté, écrit et réécrit à moi, pratiquement tous les jours. Mais à un moment, c'est qu'est-ce que je deviens si je n'écris pas? Ça c'est vraiment le... Je pense que le livre d'Elias, il est sorti comme si la grossesse est arrivée à terme et qu'il faut que ça sorte. Parce que sinon, ça explose de l'intérieur. Donc en fait, ce conflit-là, il est le premier pour moi. Et le silence, et puis à un moment, il faut que ça sorte. Et c'est vrai que c'est un conflit plutôt difficile parce que des fois, on a du mal à le... Moi, j'ai du mal à le gérer. Je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains que je connais qui ont du mal à gérer le silence. À quel moment je lâche? Est-ce que c'est suffisamment mûr? Oui, parce que d'abord, c'est mûr en moi, j'écris pour moi. J'écris d'abord pour moi, Et puis, est-ce que c'est mieux pour que, pour moi, ce soit mieux pour moi et que cette maturité soit aussi celle qui mérite d'être partagée? Et c'est vrai que c'est ce conflit-là le premier pour moi. Oui, est-ce que justement, je vais demander à Elouk, est-ce que vous avez le même sentiment quand vous écrivez? Est-ce que c'est lié par ailleurs à vos besoins non seulement d'écrire, mais de publier, accéder ce qu'on a publié? Moi, je dirais d'abord qu'il n'y a pas écriture, qu'il n'y a pas production, qu'il n'y a pas littérature sans conflit. Je crois que l'écriture, c'est un conflit en soi-même, un conflit avec les autres. Je crois que l'écrivain qui est en éternel conflit avec le monde, écrit son propre monde, imagine son propre monde. Et je crois que c'est essentiel. Il traverse aussi d'autres conflits, parce qu'il est seul. Les conflits nés de ces lectures très différentes, de ces influences très différentes, et des cultures qu'il porte. Parce que chacun de nous, en réalité, porte différentes cultures. Moi, je porte une culture arabe, une culture africaine, une culture bambara, une culture berbère, une culture... Et ça, c'est justement... Et je suis le résultat de tous ces conflits. Et j'essaie d'écrire ces conflits-là. Je crois que le conflit est... Et je me répète, il n'y a pas, pour moi, de littérature sans conflit. Mais voilà, nous voici donc complètement dans notre sujet. Hein. Je vais demander à Police. Mais quand on dit police ici, on pense ni à police bien, ni à police Yeltsin, ni à police je ne sais quoi. C'est Boubacar, police Diop. Merci. Merci. Bon, bonjour à tout le monde. J'ai d'abord un peu envie, je m'en excuse. Hein. C'est vrai, Racine, oui, c'est ce que vient de dire d'ailleurs Beyrouth. Hein. Littérature, c'est conflit, quoi. Vraiment, le concept est au cœur de l'acte d'écrire. Et peut-être même, finalement, même dans la solitude de la création, conflit contre ses propres personnages. Nous tous qui écrivons, nous le savons, nous voulons les amener dans telle direction et ils ne l'entendent pas de cette oreille et finalement c'est eux qui ont le dernier mot pour le dire ainsi. Ça me rappelle d'ailleurs un petit récit policier que j'ai lu quand j'étais adolescent et qui m'avait beaucoup frappé. C'était, bon voilà, un auteur de polar précisément. Voilà, il écrit, il y a des crimes, il y a des trucs et tout ça. Et à la fin, le personnage qu'il a créé surgit derrière et lui tire une balle dans la tête. Voyez. Et donc, voilà, on est vraiment... Si cet univers de conflit, je pense aussi ça tient à la question de la légitimité. Au fond, je suis là en train d'écrire, qu'est-ce qui me légitime? Et puis, si on est un écrivain d'une société dominée, à qui on a imposé une langue étrangère, cela a-t-il du sens?
que j'écrive dans une langue que mon peuple ne comprend pas. Maintenant, je crois que le débat lui-même, de manière générale, quand on quitte l'écrivain en tant qu'individu, au fond, ce qui pose, c'est la question de la littérature et de l'action. L'écriture peut-elle changer le monde? Et au fond, on fait une distinction entre écrivain engagé ou pas engagé, mais moi, je pense que tout écrivain est engagé. Sa parole l'engage, qu'il le veuille ou non. Au fond, il rêve de rendre le monde meilleur. Et ça, même les contes de notre enfance, pour moi, ça a beaucoup compté. Voyez, il y a une moralité. Voilà, c'est pour, au fond, c'est pour former l'enfant, la personne, et même dans l'action, dans ce qu'elle a de plus condamnable. À la guerre, vous avez le griot. Il n'est pas là pour manier le fusil ou quoi que ce soit d'autre. Ben, il est là avec sa parole. Et sa parole, c'est vraiment une action. Et ça renvoie à Baudelaire, je crois, qui disait ne pas vouloir d'un monde où l'action ne serait pas la sœur du rêve. Et donc, bon, évidemment, c'est toujours un peu ambigu, hein, quand on dit, quand des écrivains en majorité africains se réunissent et qu'on dit littérature et conflit. Au fond, le sous-entendu inconscient, pas du tout malveillant, hein, je ne veux pas dire ça, c'est que, bon, voilà, un des grands problèmes de l'Afrique, c'est les conflits. Alors, parlez-en, et je crois qu'il faut faire attention à ça. Voilà, il y a d'autres points sur lesquels je voulais, mais je suis un peu long. La parole à mon oui, Boris, on reviendra sur cette question-là tout à l'heure. À Marc Victorine, Jean-Marc va nous donner son impression première ici sur cette... Si tu pouvais le faire, tu ne ferais pas appel au plombier ni à l'électricien. Alors celui qui écrit ou celle qui écrit, il écrit à la place des autres qui peut-être diraient la même chose s'ils avaient la possibilité de le faire. D'une certaine façon, et puis là je m'arrête là, dans un dernier livre que j'ai fait, c'est un livre de lutte ou de combat, mais c'est pas simplement un combat personnel, c'est parce que je sais que ceux qui participent de ce que j'ai pu écrire n'ont pas tous les moyens ni la possibilité de le faire. Et voilà, toi tu peux faire ça, ton voisin ne le fait pas, mais c'est pas grave. Chacun fait un échange, et donc chacun est dans un conflit, chacun est dans la mort, chacun est dans la perpétuel recommencement, ou le perpétuel recommencement de ce qui s'est passé et se passe. Enfin, c'est la phrase de l'Ecclésiaste. Tout revient et tout reviendra. C'est aussi fumée de fumée, tout est fumé, et poursuite du vent. L'écriture participe de ce mouvement de fumée et qui s'en va mais qui revient. Et comme me disait justement le slammer, un enfant qui naît, c'est une bibliothèque qui s'ouvre. C'est vrai. Et c'est d'une beauté, cette phrase-là. C'est inoubliable pour moi. De lutte ou de combat, mais c'est pas simplement un combat personnel, c'est parce que je sais que ceux qui participent de ce que j'ai pu écrire n'ont pas tous les moyens ni la possibilité de le faire. Et voilà, toi tu peux faire ça, ton voisin ne le fait pas, mais c'est pas grave. Chacun fait un échange, et donc chacun est dans un conflit, chacun est dans la mort, chacun est dans la perpétuel recommencement, ou le perpétuel recommencement de ce qui s'est passé et se passe. Enfin, c'est la phrase de l'Ecclésiaste. Tout revient et tout reviendra. Et c'est aussi fumée de fumée, tout est fumé, et poursuite du vent. L'écriture participe de ce mouvement de fumée et qui s'en va mais qui revient. Et comme me disait justement le slammer, un enfant qui naît, c'est une bibliothèque qui s'ouvre.
Et c'est vrai. Et c'est d'une beauté, cette phrase-là. C'est inoubliable pour moi. Oui, s'il vous plaît, on est dans un espace de liberté qui permet de parler dehors. Comme ça, nous aussi, on va profiter de notre liberté ici d'écouter ceux qui parlent. Tout à fait. Donc, s'il vous plaît, les téléphones et les conversations peuvent continuer tranquillement dehors. Tout à fait, tout à fait. Merci. Merci d'avoir rappelé. Oui, la parole parle ici. Si elle sort de la salle, on ne s'entend plus. Merci d'avoir rappelé ça. De demander le silence dans la salle. Nous continuons sur la littérature des conflits. Oui, on l'a évoqué tout à l'heure. Nous allons maintenant voir le conflit en tant qu'objet. Jusqu'ici, nous étions sujets. Objet en même temps, mais nous allons nous concevoir maintenant en tant qu'objet. L'écrivain est là, le conflit, les conflits, sous toutes leurs formes, sont des éléments objectifs que l'écrivain peut prendre comme prétexte à son écriture. Quelle relation avec, je ne voudrais pas revenir sur la notion de l'engagement, puisque tout est engagé d'une certaine manière. Mais comment voyez-vous votre position par rapport au conflit, quel qu'il soit? Quel qu'il soit. Salut. Oui, Boubacar a rappelé quelque chose, bon ça on le sent, hein, parce que c'est vrai que quand on dit conflit, il y a une sorte d'identité, voire d'identification avec le continent des conflits. Dans ce cas-là, il est peut-être important de définir ce qu'on entendrait par conflit. Il intègre peut-être la petite querelle dont parle Amadou Hampâté-Bâ jusqu'aux guerres. Moi, je le situe quand même dans quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Je pense que le conflit, il existe à partir du moment où, en prenant sa plume, quel que soit ce que le genre qu'on utilise, on aimerait, pour peut-être parler de sa société, aller contre certaines visions dominantes dans sa propre société. Parce qu'en général, les écrivains sont, je ne vais pas les réduire à des contestateurs, mais des observateurs qui essaient de pointer du doigt avec leur propre langue, leur propre vision des choses à eux, peut-être des choses qui ne participent pas de ce qu'ils considèrent comme l'idéal de la vie en commun. À partir de ce moment-là, ils écrivent pour entrer en conflit avec un ensemble, en conflit avec une société. Ça, c'est quand même une première chose. On peut dire que ce qui fait l'élément le plus universel des écrivains, c'est qu'en général, ils ont une peinture critique de la société. Ça veut dire qu'ils entrent en conflit avec la société. Ce n'est quand même pas pour rien que, à des époques différentes, jusqu'à présent, ils peuvent payer de leur liberté, voire de leur vie, ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est quand même le premier conflit. Ce conflit-là, nous le portons tous, et comme le dit Boubacar, que nous nous reconnaissions comme engagés ou pas, de toutes les façons, à partir du moment où nous avons écrit, nous sommes en conflit ouvert. Je prends un exemple qui pourrait être beaucoup plus simple à, disons, comprendre ici. Quand Mohamed écrit de Purs Hommes, un livre qui n'a pas eu le même écho que Terre Sainte, ni même que Silence du cœur, il a écrit un livre peut-être en entrant en résonance avec quelque chose de sa société, du Sénégal. C'est publié en France, tranquille. Quand il a eu le Goncourt, ce livre-là revient quand même au devant de la scène, mais maintenant comme un élément de polémique quand même. C'est-à-dire, ces polémiques-là replacent l'auteur dans un conflit avec une partie de sa société. Ça, nous avons cet élément-là en commun. D'où que nous venions, quel que soit notre âge, nous avons ça en commun.
il y a cet aspect-là universel, et il y a l'autre aspect qui est aussi universel, c'est le conflit comme élément, parfois c'est paradoxal de le dire, mais élément de dynamique universelle sociale. Le conflit, les guerres, tout ce qu'on sait, les violences, sont des éléments malheureusement de dynamique sociale. On revient peut-être un peu à ce texte magnifique, hein, Le devoir de violence de Yambo Logem. Les sociétés ont toujours vécu avec des conflits, plus ou moins importants, à chaque période. On a des périodes qui sont peut-être beaucoup plus calmes, mais il y a des conflits souterrains, des conflits qui éclatent. Ces conflits-là sont, en général, la source aussi de la création littéraire. Les écrivains s'en emparent. Ils s'en emparent non seulement pour rendre compte des aspects de ces conflits, mais aussi pour poser une vision du monde qui permette de dépasser ces conflits. Parce que le conflit est source d'un rêve d'harmonie à venir. Si je vais citer quelqu'un qui a ici, quand Boubacar écrit Murambi ou le livre des ossements, c'est-à-dire un conflit majeur inspire ce livre, mais quand on le lit, on comprend les mécanismes du conflit, on comprend les mécanismes de la tragédie, mais ce qu'il y a quand même au-delà des mécanismes de la tragédie, c'est peut-être le rêve que l'auteur pose à partir de ce qu'il peint du conflit. Oui, d'accord, il y a eu ce conflit, il y a eu cette tragédie, mais l'humanité continue même dans cette société où il y a eu cette tragédie. Comment négocier l'harmonie? Et à ce moment-là, l'écrivain ne sort même pas du conflit, parce que quand on s'empare d'un problème comme le conflit quel qu'il soit, à un moment, il y a clairement un choix qu'on a fait. Et ce choix-là oriente aussi la vision du futur que nous proposons. Cette vision n'est en aucun cas et dans aucune société consensuelle. Ce qui fait qu'à un moment, l'écrivain, au cœur d'un conflit, pourrait même être associé à l'adversaire, à l'ennemi, comme ayant pris parti. Alors que le vrai travail de l'écrivain en littérature, c'est peut-être de dépasser les antagonismes pour poser au-dessus de ce qui pourrait être le lieu de la rencontre des humains, quel que soit ce qui les oppose. Ça, nous tentons de le faire en sachant que quelque part, nous pourrions être honnêtes pour admettre que nous sommes en général en deçà de nos propres prétentions. C'est très bien, Samy. Après, ça pose aussi la question du point de vue, de la perspective, à partir dans laquelle on voit, on écrit. Pour le plasticien, là, ça doit signifier quelque chose. En fait, Samy vient de finir sur une chose importante, c'est que je ne pense pas que ce soit nécessaire que la littérature prenne en charge les conflits réels, les conflits concrets. C'est plutôt le niveau au-delà du conflit qui me concerne ou qui concerne mon voisin. C'est pas le conflit en soi, celui que je vis, mais c'est un conflit plus consensuel qui nous concerne tous, où qu'on soit sur la terre, des hommes. Et comment ce que je vis peut me permettre de me sentir capable de m'en sortir en étant un homme, tout juste. Et c'est vrai que cette notion, elle n'est pas nourrie par ce qu'on peut écrire n'est pas nourri que par ce qu'on vit. C'est nourri aussi par des choses qu'on ne sait même pas, qu'on découvre après les avoir écrits. Et tous les conflits, comme dit Samy, moi j'ai lu le livre de Boris et je l'ai oublié. Mais je crois qu'en écrivant mon roman, ce livre, ma lecture de ce livre est revenue. C'est quoi la douleur? C'est quoi la douleur?
c'est pas le conflit, mais c'est quoi la douleur que peut provoquer un conflit entre des gens qui sont censés être des voisins ou des amis ou les mêmes pays. Ils sont les mêmes pays. Mais comment la douleur naît, les dévore, les déchire, et comment elle peut être guérie. Et donc pour moi, la littérature, elle part de ça, de ce principe qu'il est possible, à côté du monde des vrais conflits, qu'il y ait un monde, celui des livres, des mots dans le livre, qui permettent en fait de régler tout conflit, quel qu'il soit, pour qu'on redevienne juste des hommes. Juste des hommes. Et c'est vrai que c'est qui. J'oublie même le conflit. Je vous l'avoue. De 2012 à 2020, au moment où j'ai sorti mon premier roman, j'étais traversé comme tous les Maliens par ce qui se passait dans mon pays. Mais j'en étais traversé de la même manière que moi aussi je traversais les autres conflits qui existent dans le monde, ailleurs. Je n'étais pas juste traversé par les conflits de mon pays, je traversais aussi d'autres conflits dans le monde. Et à un moment, je me suis dit, ce qui était le plus dur pour moi, c'est de ne pas comprendre ce qui m'arrivait. Et ce qui arrivait au monde dans lequel j'étais. L'amitié partait un peu dans tous les sens. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des amours, j'ai perdu des espoirs, et j'ai perdu des rêves. Et je me suis dit, mais ce n'est pas lié à ce que je vis dans mon pays. C'est au-delà de ça. Et donc, c'est une question de conflit. Comment j'aborde le conflit en tant qu'être humain? Et c'est là où, pour moi, il y a besoin de se laisser aller. C'est-à-dire, j'écris parce que je veux sortir du conflit, de tous les conflits. Obligatoirement. Si j'écris, c'est que je ne suis plus en conflit avec moi-même, ni avec les autres, ni avec personne. Je vais vers les gens. Je partage. Tout à fait. Donc, Malik de Mauritanie. Oui, quand on évoque ces questions-là de conflit, par le conflit extérieur, on n'est pas là forcément quand on écrit. Disons, on n'est pas obligé de parler de conflits qui existent. L'écrivain a cette liberté quand même d'écrire ce qu'il veut, même si à l'intérieur il y a tout ce questionnement qui peut apparaître sous forme de métaphores, comme disait Jacques Moron, Charles Moron, des métaphores obsessionnelles. L'obsession des métaphores. Ici, il y a forcément cette liberté de l'écrivain de penser son sujet, de penser son texte, quitte maintenant au lecteur d'aller fouiller, de découvrir les conflits qu'il veut là-dedans. C'est Malik. Moi, je pense que l'écrivain peut bien penser comme il veut, il peut écrire comme il veut, il peut écrire, mais il est toujours dans le réel. Quoi qu'il fasse, il est toujours au sein du conflit. Il ne peut pas fermer les yeux, en fait, même s'il essaye. Parce qu'il sait ce qui se passe partout dans le monde. Les cris nous viennent de partout. Et ce n'est pas nouveau. Depuis que l'humanité existe, il n'y a eu que des conflits. Et les écrivains ont toujours vécu, les grands écrivains ont vécu dans de grands conflits. Et très souvent, les écrivains prennent parti dans ces conflits. Mais je crois que le problème n'est pas là. On est dans notre siècle, on est dans notre temps, on ne peut pas échapper. Qu'est-ce que peut faire donc l'écrivain? Qu'est-ce qu'il amène? Il amène ce qui est essentiel, il amène les livres, il amène le rêve, il amène donc la tempérance. Il amène donc une certaine forme. Moi, je ne crois pas que celui qui lit la poésie, celui qui lit des grands poètes, celui qui lit des acteurs, je ne crois pas qu'il puisse être un assassin. Je ne le vois pas en tant qu'assassin. Je ne le vois pas en tant qu'haineux. Parce que je crois que la littérature nous a, en tout cas, moi, ce qu'elle m'a appris dans ma jeunesse, c'est qu'il y a des cultures diverses, c'est
qu'il y a des gens divers, c'est qu'il y a des peuples divers, et que tout ça, ça peut être très intéressant. Donc, je crois que la littérature, que la poésie peuvent montrer une voie vers une certaine forme de tolérance, une certaine forme d'acceptation de l'autre qui est nécessaire en Afrique et dans le monde. Oui, merci. Moi, je voudrais que Boris intervienne sur ces questions-là. Oui, c'est-à-dire que quand on en vient à la littérature, à l'organisation de la société, on peut dire que l'écrivain, d'ailleurs les artistes en général, l'écrivain est celui qui dérange, parce que le despotisme, les pouvoirs autoritaires, ça reproduit du silence. Personne ne doit prendre la parole. Or, écrire par définition, c'est parler au fond, hein, et parler à voix haute et intelligible. Et lorsque vous rompez ce consensus, vous devenez un danger pour les autorités en place. Et on se souvient, Hitler, il veut assurer son règne, Goebbels et tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent des livres. Ils brûlent des livres et ils choisissent des auteurs d'avant-garde, c'est-à-dire les auteurs les plus en rupture, non seulement avec leur propre société, mais avec l'organisation de la société humaine en général. Ce qui a fait dire à un poète allemand, ce qui montre quand même l'importance des mots, Heinrich Heine, il dit « Celui qui commence par brûler des livres finira par brûler des êtres humains. » Et donc là, alors ici maintenant, la tentation, c'est, j'entends bien Samy, la tentation c'est de faire une espèce de dichotomie entre la posture de l'écrivain engagé, la posture, je dis bien, et le contenu des ouvrages. On a presque envie de dire que le simple fait d'être dans une posture d'écrivain engagé est suffisant. Mais qui était plus engagé que Sartre? Et son principal rival, qui n'était pas écrivain, c'était Raymond Aron, qui finit par mettre en avant la notion de spectateur engagé. C'est-à-dire, on observe la société, mais on ne l'observe pas en silence. Et on ne se laisse pas non plus embarquer par les grosses tendances idéologiques du temps. Avec le recul, ça, je crois que c'est le reproche qu'on peut faire à Sartre et compagnie. Eh bien, je veux dire ici que, en fait, l'auteur, il ne suffit pas simplement qu'il ait une posture d'écrivain engagé, malheureusement, sans qu'il tombe dans le manichéisme, il doit quand même trancher dans les débats de société. Ici, le camp du bien, excusez-moi de parler comme ça, hein, ça a l'air tellement schématique, mais enfin, il y a le mal et le bien. On est écrivain sud-africain au temps de l'apartheid, eh bien, je pense qu'on a le devoir de se positionner contre l'apartheid et de le faire connaître. Il y a des situations humaines, au fond, où il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsque moi j'écris sur le Rwanda, le génocide des Tutsis au Rwanda, mais contrairement à mon état d'esprit, les premiers jours, mais dès que je suis arrivé, j'ai compris. C'est une machine étatique, militaire, 40 000 Interahamwe, armés et prêts à tout, contre une partie de la population totalement désarmée, les Tutsis. Alors, le camp du bien, le camp du mal, pour qui est-ce que j'écris? Eh bien, j'écris pour les victimes. Et avec l'idée que plus
les tueurs, les bourreaux seront fustigés, moins ils auront tendance à sévir, et mieux chaque société humaine s'emportera. On a beau dire, il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de commettre de tels crimes qu'en 1994. Les livres sont passés par là, les films, les pièces de théâtre, les arts plastiques, c'est aussi et plus claqué dans ces jours-là. Eh bien, le résultat, c'est bon, on n'a pas rendu telle humanité meilleure, quoi. L'homme peut-être étant ce qu'il est. Et là, je conclue par justement, en même temps qu'on a cette ambition colossale, voilà, cyclopéenne, on veut changer le monde et tout. Je crois qu'il faut aussi être très humble. Prendre la mesure de sa propre fragilité, de son incompétence. Voltaire, sur qui on peut dire aujourd'hui beaucoup de mal, à juste titre, hein. Je le cite tout en sachant de qui je parle. À la fin de sa vie, on lui dit, mais vous allez mener tous ces combats contre l'intolérance, l'obscurantisme et tout ça. Pensez-vous que cela a servi à quelque chose? Il répond, je crois que je n'ai pas changé le monde, mais il me semble que j'ai fait un peu de bien. Un peu de bien, juste ça. Hein? Voilà. Oui, c'est très bien dit, Maurice. On va peut-être quand même conclure sur ça. Peut-être que vous nous direz un peu ce que vous pensez à la fin, hein, de l'efficacité, entre guillemets, de ce que nous écrivons. Jean-Marc. On a Fabiro qui a parlé de rêverie, moi je parlerais plutôt d'imaginaire. Je préfère le mot imaginaire dans le milieu où la rêverie, même si elle est commune aux 7 milliards de personnes sur la Terre, nous partageons quelque chose, mais qui est l'imaginaire ou la poésie de chacun. Parce que s'il y a le savoir qui fait la différence de la connaissance, 7 milliards de personnes ont une connaissance du monde, que ce soit le petit paysan de l'Himalaya ou l'agriculteur du Sahel, qu'importe. Nous avons ce partage-là. Pour ma part, je dirais que je ne choisis rien. C'est peut-être un peu ridicule ou prétentieux de le dire, mais je ne choisis pas du tout ce que j'écris. Je suis comme... C'est pour ça que j'écris si peu et si lentement, mais je suis emporté par quelque chose. Et pour revenir au texte, enfin non, à la parole de Maurice, là c'était justement à partir du génocide du Rwanda. Moi j'ai écrit un livre qui s'appelle La Théo des fleuves sur le génocide des Tziganes. Parce qu'effectivement, c'est parler au nom de ces Tziganes qui n'écrivent pas. C'est un peuple qui était soi-disant nomade, enfin oui, qui l'était mais qui ne l'est plus, mais qui est surtout un peuple de la parole. Et l'imaginaire, parce que je ne crois pas du tout que vous êtes africain et vous vivez sur un continent qui est en conflit. On dit que l'Europe est un continent où il y a la paix, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Nous exportons nos violences en tout genre depuis toujours. Et depuis la Seconde Guerre mondiale ou la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons pas cessé d'exporter nos armes, quand elles ne sont pas nos armes économiques ou idéologiques, ce sont les armes réelles qui tuent nous tuons par l'intermédiaire des autres. On n'a qu'à penser à ce que fait l'Arabie Saoudite avec le Yémen, avec les armes de la France ou des États-Unis. Et pour dire aussi que le réalisme m'échappe un peu que lorsque j'essaie d'écrire. Par exemple, je ne parle pas du tout dans mon livre sur les Tziganes, je ne parle pas du tout des nazis. Parce que il me semblait que si j'avais mis nazis, on était dans la période 33-45. Et particulièrement 39-45 si on pense uniquement à la période de la guerre. Mais c'est un rescapé des camps, un juif rescapé des camps qui m'a dit, à la fin de son témoignage, lorsqu'il était libéré par les troupes anglaises, il a dit, il a eu cette chose magnifique. Les Anglais sont arrivés, sont entrés, puis ils ont désigné les officiers allemands pour leur dire que ce n'était pas simplement les petits
les petits capots et les petits soldats allemands qui devaient ramasser les cadavres qui étaient là par milliers, mais il forçait les officiers allemands à faire la même chose, à se baisser. Et il a eu ces mots, Dieu était par terre. Et lorsque j'écrivais ce livre sur les tziganes, plutôt que de parler de nazis, j'ai parlé des dieux noirs. Non pas simplement, il y a la couleur des uniformes nazis, mais Dieu, parce que c'est ça, ils étaient les dieux. Mais aujourd'hui encore, il y a les dieux noirs qui sévissent. Tous nos marchands d'armes dans le monde entier sévissent. Et c'est pas simplement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et avec la Russie. C'est ce que fait Israël en Palestine au quotidien. C'est ce que font tous les régimes dictatoriaux, mais très souvent, et le plus souvent, c'est armé par les armements venus d'Occident. Et c'est là où je pense que, en tant que blanc, européen, mon conflit permanent avec la société occidentale est celle-là. C'est ce désir omniprésent de cette volonté de domination par tous les moyens. Alors c'est très calme en Europe, c'est vrai, mais ce n'est qu'un calme de façade, puisque il y a les sans-papiers, il y a toutes ces personnes qui sont refusées aux frontières, etc., que l'on refoule. Donc ce calme-là, je veux dire, et puis j'en termine là, mais c'est par rapport à tous ces conflits. Mais moi, je me sens dominé par ces conflits, et lorsque j'essaie d'écrire, c'est parce que ces conflits me dominent. Je ne maîtrise absolument pas ce que je fais. C'est lorsque j'ai fini que je sais quelque chose encore. Est-ce que je peux vraiment le savoir? Mais quand j'écris, je ne sais pas où je vais. Jamais je n'ai fait un plan de livre. Je ne sais pas. Ça me tombe dessus en fonction de ce que j'ai fait. Et là, j'achève. Par exemple, pour le livre sur cette tzigane, parce que j'ai pu écrire ça parce que j'avais travaillé pendant 15 ans avec des rescapés des camps, que ce soit des juifs, des prisonniers politiques ou les tziganes bricoux. Et jamais j'aurais pu le faire si je n'avais pas fait ce travail-là avant, pour la radio. Oui, merci. Je vais donner à chacun une minute, juste pour nous dire si la lecture d'avoir fait un peu de bien, comme Voltaire, n'est-ce pas? Et puis je vais demander à Boris de conclure sur les questions qui nous intéressent tous. Ça c'est quand même un peu, c'est un peu difficile cette évaluation de est-ce qu'on a fait un peu de bien. Oui, on peut répondre avec beaucoup de modestie. Oui, à une échelle très petite. Disons que quand on écrit, on a peut-être une prétention assez élevée qu'on ferait quelque chose où on ferait faire avec ce qu'on écrit. Ensuite, on se rend compte que dans un premier temps, ce que nous avons pu faire de bien se réduit quand même à des témoignages un peu isolés. On arrive dans n'importe quel pays, on a des personnes qui nous disent ce que nos livres ont pu leur apporter, soit parce qu'eux-mêmes sont devenus écrivains, soit peut-être parce que à un moment donné de leur vie, en lisant un de nos livres qui ne leur aurait pas dit grand-chose à une autre époque, il y a eu une résonance entre l'univers, l'imaginaire que nous développons avec leurs propres rêves, leurs propres illusions, leurs propres soucis ou espoirs d'apaisement intérieur. Ça, je pense que nous avons de tels témoignages, ça c'est sûr. Au niveau de la société globalement, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué à évaluer le bien ou le mal qu'un écrivain a pu faire. Parce que moi, j'entends quand même le bien qu'on peut faire avec aussi le mal qu'on a pu faire. Hein, parce que Sartre, avec son combat, quand on sait à un moment leur rapport avec le communisme et tout, c'est pas à tout le monde qu'ils ont fait du bien. Pour ceux qui veulent quelque part avoir une idée de ce qu'on pensait des Sartre dans d'autres sociétés où ils faisaient tellement de mal par leur position aux gens, il suffit de lire Nina Berberova, C'est moi qui souligne.
les pages que Nina Berberova, cette grande écrivaine et intellectuelle soviétique, consacre au Sartre, pour montrer comment leur indifférence coupable les faisait souffrir, eux, en Union soviétique. Quand on les lit, on ne regarde plus Sartre comme on le regarde en France, parce que c'est quand même une grande intellectuelle et écrivain russe, soviétique, qui parle. C'est moi qui souligne. Livre par ailleurs qui a fait décoller les éditions Actes Sud, au point que là où se trouvent les éditions Actes Sud, la rue a été rebaptisée rue Nina Berberova. Donc, l'écrivain fait du bien, il fait du mal. Je prends un écrivain, parce que je préfère des exemples très concrets, qui a eu les deux aspects dans sa vie. Soni Laboutansi. Soni Laboutansi avec sa critique brutale du totalitarisme tropical, comme on le dit. Et à partir de la société qu'il observait le mieux. Et Soni Laboutansi quand même, qui vers la fin de sa vie, comme homme politique qui s'engage directement, est vraiment l'un des plus tribalistes qu'on puisse quand même avoir. Hein. C'est vraiment l'un des plus grands tribalistes qu'on puisse avoir, même dans sa pensée. Quand on lit les textes posthumes qu'il écrivait sur la supériorité du Congo sur les autres, une partie des Congolais retiennent aussi cet aspect-là qu'on étudie beaucoup aux États-Unis, qu'on n'étudie pas en Afrique ou en France. L'aspect de Soni Laboutansi, qui est devenu l'homme d'un groupe qu'il considère comme supérieur aux autres et qui s'engage politiquement avec même, comme le diraient les dieux donnés Nyambuna, distribution d'armes. Donc Soni Laboutansi, au moment où il le fait du bien à un groupe. Parce que le Congo, ils se reconnaissent dans ce qu'il dit, mais il fait du mal à pas mal de Congolais. Donc à un moment, c'est plutôt cette frontière un peu compliquée à définir. Le bien en absolu, le mal en absolu, c'est en ce point que moi je rejoins Boubacar Boris Diop. En vérité, le bien en absolu, le mal en absolu, sont des notions qui se placent même au-dessus de chaque société, à l'intérieur de laquelle, à un moment, le bien et le mal deviennent très relatifs. Au moment où des Hutus tuaient des Tutsis, ils faisaient du bien au nom d'une idéologie qui a décidé qu'il faut les exterminer. S'ils avaient gagné quand même la guerre, croyez-moi qu'au Rwanda, on aurait érigé des statues à la gloire de ceux qui ont exterminé les Tutsis. C'est à ce niveau-là que l'écrivain lui-même est piégé par la relativité flottante du bien et du mal. En absolu, je préfère même dire que seuls les poètes font du bien à tout le monde. Parce qu'à un moment, ils peuvent avoir à l'intérieur d'un vers quelque chose de suffisamment polysémique qui renferme tout, c'est-à-dire toute la complexité, tout et son contraire. Chacun y trouve, en fonction de sa sensibilité, quelque chose qui correspond à son idéal, à son rêve. Le romancier peut-être, mais je m'incline devant les poètes. Oui, ça va prendre la première. En fait, là, je voulais rebondir un peu, mais juste pour passer à Charles. En t'entendant parler de Soni Laboutansi et de ce deuxième visage, qui n'est pas très très connu, tu me donnes envie de le lire. Mais autrement, conscience des facteurs. Il y a la conscience là-dedans. C'est à l'eau, ça. Samir, en fait, il a tout dit. Le tout petit peu de bien, c'est déjà de savoir qu'en fait, le bien et le mal, je ne sais pas, est-ce que ça ne nous vient pas d'une erreur humaine de penser qu'en fait, d'un côté il y a le bien et de l'autre il y a le mal. Tout à l'heure, je parlais de cette limite sur laquelle, la limite humaine. Moi je dis à chacun de nous, à chacun de nous, il y a du mal et il y a du bien. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on arrive
à nous persuader nous-mêmes qu'en fait, je ne suis pas différent de l'autre. Celui que je considère comme mauvais, comme mal, c'est par rapport à moi. Et lui aussi, il peut me considérer mal par rapport à lui. Et comment on se retrouve? Comment on peut se retrouver? J'ai un personnage dans mon roman qui pensait se venger. Il pensait devoir se venger. Et à la fin de sa chasse, quand il arrive au terme presque il rencontre son ennemi, son supposé ennemi, à la fin, mais il le trouve mort. Et c'est là où il se rend compte qu'en fait, pendant qu'il cherchait à se venger, le monde n'existait plus pour lui. La seule personne qui existait pour lui, c'était celui qu'il considérait comme son ennemi. Et il dit, en fait, devant son cadavre, il se rend compte qu'il n'avait plus d'amis. Parce qu'il a été son unique ami depuis qu'il le chasse, il le pourchasse. C'est comment, au fond de nous-mêmes, on redevient humain parce qu'on est confronté à de l'humain, à de la chose humaine. Parce que c'est ça, en fait, finalement. C'est pas tant, est-ce que j'ai fait du bien en écrivant? Je pense que j'ai fait du bien en moi-même. C'est-à-dire, j'ai abordé, en écrivant, j'ai mis en face de moi ma personne en tant qu'homme. Et je me suis posé la question que j'aimerais qu'on se pose, que j'aimerais m'être posé depuis longtemps, pour ne pas être dans des conflits inutiles avec moi-même ou avec d'autres personnes autour de moi, même des gens que je n'aime pas, des gens que je déteste. Je me dis, mais au fond, pourquoi? C'est quoi le problème? C'est parce que je me considère comme mieux que l'autre, ou que je voudrais qu'il soit comme moi, ou que je sois... C'est ça. L'incompréhension, c'est à mon niveau, c'est pas au niveau du monde, c'est pas... Le monde, il est tel qu'il est. Et c'est moi qui dois gérer ça. Et c'est vrai que pour moi, le bien, on le fait d'abord quand on écrit ou quand on crée. Je l'enseigne depuis des décennies à des étudiants. Je dis, quand on crée, essayons de faire du bien à soi-même. J'essaie d'être meilleur. Moi, j'essaie d'être meilleur vis-à-vis de moi-même. Et je pense que c'est à partir de ce moment que ma paix avec le reste est possible. Franchement, moi, c'est là que je me dis, la littérature, les conflits internes, le conflit de l'individu, comme tu dis, Sony, il est extraordinaire. L'individu, Victor Hugo, c'est pareil. En chacun de ces individus, si on essaie de prendre ce qui est bien et de laisser ce qui est mal, on se perd. On se perd. Comment on prend l'entité? Comment on prend l'entité? Moi, c'est ça que je cherche, moi, en écrivant, franchement. Et je pense que j'essaie d'être meilleur. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, j'essaie de me réconcilier avec les autres hommes. Excellent projet. Se réconcilier avec les autres hommes. Pérou. Moi, je crois que, comme on a mentionné, je pense qu'un écrivain, quand il écrit, en réalité, il écrit d'abord pour lui-même. Il écrit pour se faire du bien. Il écrit pour se réincarner dans une histoire, dans un rêve. Il écrit pour échapper aussi à son milieu. Un écrivain, il vit une situation, il vit un véritable schizophrénie. Parce qu'un écrivain est toujours deux. Il y a l'écrivain dans la vie de tous les jours, il y a l'écrivain quand il écrit. Il y a l'homme en situation dans le monde et il y a l'écrivain. Moi, je dirais que l'écrivain apporte du bien à l'humanité. Parce qu'il lui apporte une histoire, lui apporte des aventures, parce qu'il apporte des rêves, parce qu'il apporte des choses qui n'existent pas. Il amène de l'irréel.
L'écrivain en situation, c'est autre chose. C'est un homme engagé dans sa vie, qui peut être raciste, qui peut être... Céline, c'est quelqu'un d'affreux sur le plan idéologique. Mais moi, c'est véritablement c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, j'ai lu des auteurs d'extrême droite dans les années 30 qui sont extrêmement bien. Mais ce sont des gens divisés dans la vie. Dans la vie, on est de gauche, on est de droite, on est dans le conflit. Et quand on est écrivain, on crée. Donc on sait ce qui se passe par la force des choses. Donc je dirais que intrinsèquement, l'écrivain, c'est un homme qui apporte du bien, en général, qui apporte du bien, je dirais. Je dirais plutôt que la littérature apporte du bien à l'humanité. L'écrivain, en lui-même, doit essayer de combattre, de sortir de cette schizophrénie et de rejoindre dans la vie courante, de rejoindre les rêves qu'il fait dans la littérature. Mais ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. J'aime tous les écrivains, que ce soit de droite, j'aime les bons écrivains, que ce soit de droite, de gauche, réactionnaires, mais j'aime aussi ceux qui sont engagés pour le bien de l'humanité, pour la justice, et ainsi de suite. Voilà. Merci, Léo. Boris, peut-être tu vas parler le dernier mot tout à l'heure. Hein? Je voulais que Marc réagisse sur ça, à moins que tu le dises tout de suite. Très rapidement. Alors, ce sera donc Boris. Hein? Et puis une question personnelle à Léo. Voilà. Voilà. On a toujours envie de juger de la qualité d'un auteur d'après le contenu de ses livres, quoi. Et je ne pense pas être, et tu n'es pas le seul dans ce cas, nous tous, nous aimons des auteurs dont nous détestons les histoires. Borges, c'était pas loin d'être fasciste. Hein. L'auteur sud-africain, que personnellement, j'idéalise presque, quoi, que c'est celui qui s'est senti le moins concerné par la lutte contre l'apartheid, à la différence de ses autres collègues. Et un de ses romans les plus connus, Disgrace, à la limite, c'est, en fait, il instruit le procès de l'Afrique du Sud post-apartheid. Mais comme vous dites, c'est bien fait. On peut citer comme ça des auteurs Naples et tout ça, mais c'est bien fait. Voilà. Et donc, oui, nous sommes entre nous. Hein. Il ne faut pas répéter ça dans la rue. La confidence est là. On lit les auteurs, ils ont des idées odieuses, là. On peut même le dire ainsi, mais en même temps, ils font comme ça. Maintenant, ce que j'aimerais dire, avant de vous donner la parole, c'est juste que on ne peut pas appréhender l'acte d'écrire de manière figée, quoi. Je pense qu'il faut l'inscrire dans le temps des vivants, dans le temps des humains, dans l'évolution des sociétés. On ne peut plus parler de rien au monde aujourd'hui, dans l'ordre intellectuel, sans prendre en compte le phénomène des réseaux sociaux. Le monde a changé. Le monde a changé, tout le monde va voir ça. C'est le monopole qu'avaient les appareils idéologiques, quoi, sur les consciences. Mine de rien, ce monopole-là, c'est presque brisé. Et l'auteur qui veut, avec évidemment le danger, que tout est devenu tellement superficiel. Et donc, l'auteur qui a envie de changer la société, d'écrire, bon, améliorer, si je peux le dire vite de cette façon, eh bien, il doit tenir compte de ça et essayer d'aller en profondeur, beaucoup plus en profondeur. Et je pense, c'est ça qui lui permettra de faire la différence entre lui et cet univers complètement sauvage. Pour moi, le plus bel hommage à la littérature,
et en particulier à la littérature en tant qu'elle ambitionne de transformer le réel, mais ce sont dans les appareils d'État. Ces gens, au fond, qui proposent, chaque fois qu'il y a un événement important, qui en proposent une narration. Et ils en proposent la narration qui est diffusée dans les médias avec un talent fou. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de la guerre en Irak. Bon, voilà, il y a des bons, il y a des méchants. C'est vraiment le système hollywoodien, dans ce qu'il a de plus écrasant. On simplifie tout, parce qu'on ne veut pas que les gens prennent le temps de réfléchir, qu'ils prennent du recul. Ça a été comme ça pour le printemps arabe. Je suis désolé, le printemps arabe, Aminata Draman Traoré et moi, nous avons écrit un livre qui signifiait attention, ce n'est pas si simple que ça. C'est ça que signifie la gloire des imposteurs. Attention, ce n'est pas si simple que ça. Et évidemment, tout le monde, oui, Mouammar Kadhafi, etc. Avec le recul, on se rend compte. Mais ces gens, ils s'en moquent. Ils n'essaient pas au fond de changer le monde, ils essaient de résoudre un problème. Ils essaient de résoudre un problème, une fois que c'est résolu, tant pis si on se rend compte que ce n'était que des mensonges. Donc oui, je pense que les écrivains, aujourd'hui, ils ont ce défi-là qu'ils peuvent essayer de surmonter par un surcroît de profondeur. Oui, il a déjà... oui, je crois que nous arrivons au terme de notre panel. Je voudrais vous remercier, n'est-ce pas, Déo, Chab, Samy, Maurice et Jean-Marc. Tous de grands écrivains autour de moi. J'ai eu la chance et le bonheur de modérer, pour ainsi dire. Je ne sais même pas si je suis modéré moi-même. Modérer ce panel. Voilà. Mais je voudrais vous remercier vraiment de votre la profondeur de vos réflexions sur cette question littérature et conflit. Nous avons posé beaucoup de questions, quelques convictions se sont dégagées également. Il est resté simplement que nous continuions à écrire et à lire et ne pas penser que c'est le moins important. Même si certains proverbes nous disent voici ce qui est bon, ce qui est vrai, tout le reste n'est que littérature.